Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Bassar Vechalav et on va continuer notre exploration de la cuisine. On avait parlé des torchons la dernière fois, on avait dit qu'un torchon qui avait été utilisé pendant un repas de viande et qui était maculé de viande, on ne devrait pas l'utiliser pendant un repas de lait, même chose pour la nappe. On avait dit qu'il n'était pas nécessaire que la nappe soit exclusivement viande, à partir du moment où elle passe par le lave-linge, elle devient neutre, même chose pour les torchons, parce que quand vous sortez un torchon du placard et qu'il est propre, qu'il est passé par le lave-linge, eh bien il est neutre, il peut être utilisé indifféremment pour le lait et ou pour la viande, pas en même temps, hein, bien sûr, et pas, on doit bien sûr le laver d'un repas à l'autre. On avait dit aussi que c'était pas un problème de les mettre ensemble dans le lave-linge. Maintenant que c'était bien de garder un code de couleur, justement, pour éviter que un torchon qui était utilisé pendant un repas viande ne soit ensuite, alors qu'il est encore sale, utilisé pendant un repas lait. Voilà, c'était la seule restriction, la seule chose à laquelle il fallait faire attention. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser la même éponge pour laver la vaisselle de lait et la vaisselle de viande? Il faut savoir que selon la stricte halakha, on peut utiliser la même éponge aussi bien pour laver la vaisselle de lait que la vaisselle de viande. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on lave la vaisselle, on le fait avec de l'eau froide et qu'on utilise des produits détergents, des produits qui dénaturent le goût des aliments, qui rendent les aliments absolument insipides, immangeables. Et donc, on ne peut pas dire qu'après, il y ait des interdictions quand les éventuels reliefs de repas de lait se mélangeraient avec d'éventuels d'éventuels restes alimentaires qui seraient viande. Pourquoi? Ils sont dénaturés, ils sont nettoyés, etc. Donc, en réalité, une seule éponge serait permis. Ça serait permis de garder une seule éponge. Cependant, le Minchat Yitzhak, Rav Yitzhak Weiss, c'est un des grands avot batédinim de Yerushalayim, disait, il encourageait l'utilisation de deux éponges distinctes, l'un pour la vaisselle de lait et l'autre pour la vaisselle de viande, parce que justement, souvent il y a des résidus de la mamachoute qui restent, et donc le fait qu'ils soient recouverts de détergent par-dessus et rincés ensuite, ça dénature pas l'intérieur, donc ils sont pas dénaturés, ils sont trop gros pour être dénaturés, il peut y avoir des confusions, donc il encourage à avoir deux éponges distinctes, une pour la vaisselle de lait, une pour la vaisselle de viande, et c'est l'usage, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un bon minhag, c'est un minhag kasher, et maintenant il faut savoir que c'est pas obligatoire, mais c'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'il faut prendre le soin d'avoir dans une cuisine dès que c'est possible. Voilà, ça veut dire que surtout quand on a une famille avec des enfants et qu'il y a des confusions, et le plus de vigilance on peut avoir, le mieux c'est pour éviter de rentrer dans les véritables problèmes. Est-ce qu'on est obligé d'avoir deux éviers? Un évier lait et un évier viande. Alors c'est une question qui a été posée au Rav Moshe Feinstein, il avait répondu que effectivement, Me'aikar Adin, la stricte halakha, n'oblige pas à avoir deux éviers différents. Alors encore une fois, ce qu'on a dit, c'est parce que en général, les éviers s'utilisent à froid, et quand les choses s'utilisent à froid, et donc il n'y a pas de véritable mélange, il n'y a pas de cuisson de lait et de viande ensemble, malgré tout, on a l'habitude d'avoir deux éviers de lait, pour deux éviers différents, l'un pour le lait et l'autre pour la viande. Alors pourquoi cela? Alors qu'est-ce qui pourrait arriver, hein? Le Rav Moshe Feinstein en parle, et ce qui pourrait arriver, c'est qu'on verse le contenu d'une casserole qui contient un jus de viande bouillant, donc c'est bouillant, on vient de le retirer du feu, on le déverse dans l'évier, et l'évier étant utilisé à la fois pour la vaisselle de lait et la vaisselle de viande, il y a encore des résidus alimentaires lactés dans cet évier, et donc le fait de verser un jus viande dans l'évier, eh bien ça crée une cuisson, une situation où on est en train de faire cuire en même temps du lait et de la viande, il y a une production de mélange interdit, et étant donné que c'est à chaud, le goût peut pénétrer
dans l'évier, etc. Donc, bon, comme c'est un cas assez rare, c'est ce qu'ils appellent l'eau shricha, c'est pas fréquent. C'est pour ça que le Rav Moshe Feinstein conclut qu'en faisant attention, on n'est pas obligé d'avoir deux éviers distincts. Cependant, l'usage dans une cuisine cachère, dans une cuisine, on va dire, pratiquante, une cuisine de juifs pratiquants, d'une famille juive pratiquante, c'est d'avoir deux éviers parce que justement, très souvent, il y a du mouvement, il y a des confusions, souvent la vaisselle n'est pas lavée immédiatement, hein, ça peut prendre quelques heures ou quelques jours parfois avant qu'elle soit nettoyée et gérée, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, ce qui peut se passer, c'est qu'en lavant la vaisselle de lait et la vaisselle de viande dans le même évier, eh bien, les ustensiles de lait se retrouvent avec ceux de viande dans le lait, et à ce moment-là, on risque de cuire, de prendre une cuillère qui est une cuillère viande et touiller avec dans une casserole lait. Bref, il peut y avoir toutes sortes de confusions qui se passent quand on a un seul évier. Alors, évidemment, si on fait très attention, etc., si on est en vacances, si on est dans une période restreinte, on va dire, il n'y a pas de problème à avoir un seul évier. Mais quand on veut s'installer pour du long terme et qu'on veut éviter les problèmes fréquents, il vaut mieux avoir ce confort halachique d'avoir deux éviers différents, l'un pour la viande et l'autre pour le lait. Est-ce que la question peut se poser aussi pour un plan de travail. Est-ce qu'on doit consacrer une partie du plan de travail à la cuisine lait et une partie du plan de travail à tout ce qui sera cuisine viande? Alors, il faut savoir, c'est bien encore une fois pour les mêmes arguments qu'on a développés pour éviter les confusions, etc. Mais il faut savoir, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, on peut utiliser la même partie du plan de travail pour le lait comme pour la viande. Pourquoi? C'est très rare qu'il y ait des aliments bouillants qui rentrent en contact directement avec le plan de travail. En général, on pose des casseroles. Quand une casserole, même si elle est chaude, elle est posée, elle est sèche, elle est posée sur le plan de travail, et ça pose pas de problème. Le problème, c'est seulement quand on verse. Or, c'est très rare qu'on verse sur un plan de travail. On verse certainement dans un évier, mais pas sur le plan de travail. Donc on n'a pas d'obligation à avoir une partie du plan de travail viande et une partie du plan de travail lait. C'est bien, mais à partir du moment où c'est propre, où c'est bien nettoyé, il n'y a aucun problème. Donc, on peut utiliser une fois le plan de travail pour la viande et l'utiliser ensuite pour le lait à partir du moment où c'est propre. C'est une bonne chose d'avoir éventuellement surtout quand on est dans la région parisienne où les cuisines sont petites, c'est une bonne chose d'avoir une toile cirée, on va dire, où à chaque fois qu'on cuisine le lait, on va mettre cette toile cirée, et quand on cuisine la viande, on l'enlève. Ça évite encore plus de problèmes, surtout quand on manipule de la farine, vous allez faire des crêpes après, bref, il y a toujours des petits résidus qui peuvent rester, donc c'est sûr que l'essentiel c'est la propreté, mais comme c'est pas toujours évident d'avoir une propreté, on va dire, irréprochable dans une cuisine qui est en pleine activité, eh bien c'est toujours bien, encore une fois, de prendre certaines précautions halachiques. Alors, concernant la plaque de cuisson, est-ce qu'on peut utiliser la même plaque de cuisson pour y cuire des aliments lait et des aliments viande? C'est-à-dire, est-ce que sur la même plaque de cuisson, je vais pouvoir poser ma casserole où je vais faire cuire la dafina de Shabbat avec de la viande, etc. Et le lendemain, je vais utiliser exactement la même plaque de cuisson pour faire cuire des pâtes au fromage, bien entendu dans une autre casserole, mais c'est le même endroit de la cuisson. Alors là, effectivement, là c'est à chaud, c'est quand même un peu plus problématique. Alors, le Touré Zahav, le Taz, un grand commentateur du Shulchan Aruch, nous dit qu'à partir du moment où c'est propre, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de passage des aliments d'une casserole à la plaque de cuisson. La casserole
étant sèche, quand vous collez deux casseroles l'une à l'autre, même si l'une est remplie de pâte au fromage et l'autre, elle contient la daf, quand vous collez deux casseroles, le Rama, le Rav Moshe Isserles, dit explicitement que les aliments ne vont pas passer d'une casserole à l'autre. Et donc le Tour et Zahav se base sur ce principe pour dire que la plaque de cuisson, c'est exactement pareil. Poser une plaque de cuisson poser une casserole avec des aliments d'une nature différente sur la même plaque de cuisson, c'est pas un problème. Le Kaf HaChaim, Chaim Sofer, grand décisionnaire deuxième partie du XXe siècle de Yerushalayim, d'origine irakienne, lui, il encourage à éviter cela. Il dit que c'est quand même un peu plus problématique que pour le plan de travail. Pour le plan de travail, c'est à froid, là même le Kaf HaChaim serait d'accord avec le Tour et Zahav, mais pour une gazinière qui est à chaud, là il recommande de l'éviter. Donc c'est une bonne chose, il y a des gens qui effectivement prévoient une plaque de cuisson différente pour le lait. Eh bien, c'est le Kaf HaChaim qui est à l'origine de cette mesure de Khumra, de cette mesure de piété. Étant donné qu'il y a le Taz, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire, encore une fois, à partir du moment où tout est bien propre, faire cuire un aliment lait sur le même endroit, au même endroit sur la plaque de cuisson que là où il y a l'aliment viande, c'est permis, c'est moutar. L'essentiel, c'est que ce soit, encore une fois, bien nettoyé. Les couverts. Est-ce qu'on doit avoir des couverts spécifiques? Eh bien, figurez-vous que même ça, ce n'est pas si évident, même si le minhag est un minhag et c'est répandu et c'est comme ça qu'il faut faire. Dans la halacha, le Rav Moshe Isserles ne précise cela que pour le couteau. Autrement dit, des cuillères et des fourchettes, il ne disait pas qu'il fallait avoir des cuillères et des fourchettes viande et des cuillères et des fourchettes lait. C'était pas courant. Alors peut-être parce qu'on ne se servait pas de cuillères et de fourchettes pour le lait, pour les laitages. Peut-être que la consommation de laitage n'était pas aussi courante à son époque. En tout cas, le fait de ne pas posséder de cuillère et de fourchette lait n'est pas rappelé dans la halakha. Alors peut-être parce que c'est à froid, et comme c'est à froid, on pourrait se contenter de rincer, mais c'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident, surtout pour des fourchettes. Il peut y avoir du gras qui reste accroché entre les dents. Peut-être la cuillère ne va pas être bien nettoyée, donc évidemment utiliser la même cuillère pour un plat lait et puis ensuite l'utiliser pour un plat viande, c'est un vrai problème. Donc et plus encore, on utilise très souvent les mêmes couverts pour cuisiner. Combien de fois on prend une cuillère pour remuer le contenu des casseroles? Et là, c'est vraiment à chaud, c'est sur la casserole qui est sur le feu. C'est ce qu'on appelle Keli Rishon, Keli Shal Gabé Haesh, et vous me prenez une cuillère viande dans des pâtes au fromage, là c'est un vrai problème. Normalement, on doit appeler un rave pour ça. Ça veut dire il faut savoir est-ce que la quantité de fromage elle excède 60 fois le volume de ce que vous avez rentré de la cuillère. Donc c'est tout un questionnement à l'arrière, il y avait toute une procédure, toute une littérature même à ce sujet. Donc on ne peut pas s'amuser avec ça. Peut-être qu'à l'époque du Rama, on n'utilisait pas les fourchettes et les cuillères pour cuisiner. Il y avait les touillettes en bois dans l'âtre. Et donc c'était un peu plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui sert à manger sert aussi à cuisiner. Et donc évidemment, il faut avoir une ménagère de lait et une ménagère de viande. On a donc l'habitude d'avoir des couverts distincts, et s'il y a confusion, si vous avez par exemple pris une fourchette de lait pour remuer votre sauce où il y avait de la viande, etc. Là c'est une question qu'il faut poser à un rav. On ne peut pas laisser quelque chose comme ça. Et il va vous demander est-ce que la fourchette a été utilisée, et quelle quantité de viande il y avait dans la casserole. Alors à ce moment-là, la question qui va se poser, c'est est-ce que la nourriture est interdite, est-ce que la fourchette est interdite, etc. Donc ça, ce sont des questions qui se posent au cas par cas.
On ne pourra pas développer le sujet dans ces petites capsules, mais il faut au moins savoir quand poser la question. Ah, ça, c'est déjà une base. Donc, les couteaux, là, effectivement, c'est rappelé dans le Rama, et ça posera un problème même à froid, le couteau. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans la halakha qui s'appelle le dohak hasakin. Le dohak hasakin, c'est-à-dire qu'on va presser l'aliment avec le couteau, et donc il y aura une pression qui va s'exercer sur l'aliment avec le couteau, et ce dohak-là, dans la halakha, on considère qu'il fait rentrer du goût de l'aliment dans l'intérieur du couteau. Et c'est encore plus vrai s'il y a eu des intermédiaires, si dans l'intermédiaire on a pu aussi couper des aliments qu'on appelle harif, des oignons. Alors là, on dit que ça réveille le goût qui est à l'intérieur du couteau. Par exemple, vous prenez un couteau de lait, ça fait peut-être plus que 24 heures que vous ne l'avez pas utilisé, donc on peut dire que le goût est dénaturé, et qu'avec ce couteau de lait, vous coupez un oignon, et bien là, l'oignon, il va récupérer le goût du lait à cause du dohak hasakin, et à cause de la force de l'oignon, l'oignon, ça va être un oignon dit lacté halavi. Donc vous voyez qu'avec le couteau, c'est un peu plus problématique, et c'est pour ça que le Rama dit qu'il fallait un couteau pour le lait et un couteau pour la viande. Alors évidemment, maintenant qu'on a des ménagères lait, des ménagères viande, on fait attention à cela. Il y en a même qui réservent un couteau neutre pour le pain. De façon à ce que quand vous coupez du pain, les morceaux coupés qui n'ont pas été manipulés, vous pouvez les utiliser d'un repas à l'autre, comme on a vu lors de notre précédente vidéo. Maintenant, ce n'est pas obligatoire d'avoir des couteaux neutres. À partir du moment où vous coupez le pain avec un couteau propre, le pain reste neutre. Et ça ne s'appelle pas un couteau viande, ça ne s'appelle pas un pain qui est devenu viande. Le pain ne va pas être viande si vous le coupez avec un couteau viande. Vous pouvez prendre un couteau propre viande, couper du pain et utiliser ensuite ce pain pour le beurrer, avec un autre couteau bien sûr, pas avec le couteau viande. Mais le pain restera neutre puisque vous l'avez coupé avec un couteau propre. L'essentiel, c'est que ce soit propre. Maintenant, il y en a effectivement qui prennent un couteau neutre pour le pain, et tavo alem bracha, c'est une bonne chose. C'est pas, encore une fois, c'est une précaution halakhique qui est encourageable, mais pas obligatoire. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est une question qu'on peut traiter assez rapidement. Qu'est-ce qui se passe si on a coupé un aliment viande avec un couteau lait? Vous avez pris un couteau de lait et vous coupez du fromage, un couteau de lait, vous coupez le steak qui est froid. Hein. Parce que s'il est chaud, c'est encore un problème. On va dire qu'on va couper de la charcuterie. Donc vous coupez de la charcuterie avec un couteau lait. Ah, le couteau lait était propre. Le couteau lait était propre. La question c'est, maintenant, mon couteau, j'ai envie de le cachériser. C'était mon couteau lait. Est-ce que la viande, ok, elle reste cachère, on va dire qu'elle était propre. Même s'il y avait le dohak hasakin, disons que le couteau était ancien, il était propre, il était plus de 24 heures, etc. J'ai pas de problème avec la viande, mais est-ce que je vais avoir un problème avec mon couteau? Il a pris du gras de la viande. Qu'est-ce que je fais pour rendre cachère ce couteau à nouveau? Alors, ce que préconise le Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Raf Aleph, chapitre 121, Seif Zayin, c'est de prendre ce couteau et le planter dans la terre à plusieurs reprises dans des endroits différents. Il dit, une fois que tu plantes le couteau dans la terre à plusieurs reprises dans des endroits différents, tout le gras qui peut se loger à la surface du couteau, alors à ce moment-là, est nettoyé. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est plus pratique que de planter le couteau dans la terre, c'est de le nettoyer soigneusement avec de la laine d'acier, avec du produit détergent. Donc là, vous dénaturez, vous enlevez bien le gras. Quand vous voyez que tout le gras a bien disparu de la lame du couteau, le couteau est cachère, il est propre. Alors, en fait, l'idée du Shulchan Aruch, c'est d'être sûr que toute la surface du couteau ne soit plus encore, ça veut dire ne contienne plus la moindre trace de gras, et qu'elle soit vraiment, vraiment bien nettoyée. Donc vous voyez, en fonction de la façon dont l'eau coule sur le couteau, vous voyez très bien si c'est propre ou si c'est encore retenu par des corps gras. Si par contre c'était à chaud, alors à ce moment-là,
la question est plus ardue, elle est plus complexe. Et là, il va falloir demander à un rave. Si vous coupez un steak à chaud avec un couteau lait, alors la question qui va se poser, c'est est-ce que le steak il reste encore caché, je peux encore le manger? Est-ce que le couteau, je peux l'utiliser? Est-ce que j'ai besoin de cachériser le couteau? Ou il suffit de nettoyer le couteau? Donc voilà, là c'est plus problématique. Il faut demander à un rave, il va vous poser la question aussi si le couteau il a été utilisé à chaud dans les dernières 24 heures, etc. Donc il y a plusieurs critères à évaluer. C'est pourquoi, dans ces cas-là, il faut poser la question à un rave. Donc, je voulais traiter du four et du lave-vaisselle dans cette capsule, mais je vois que le temps s'écoule très vite, donc on va garder ça pour une prochaine fois. Bezrat Hashem. À bientôt, au revoir.